Europe 1. Le journal de 8h présenté par Charles Lullier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Plus d'une semaine après la mort tragique de 3 fillettes, les émeutes se poursuivent dans une douzaine de grandes villes du Royaume-Uni. Conséquence, hier, le gouvernement a annoncé la mobilisation de 6000 policiers et l'ouverture de 500 places de prison. Loin, très loin de cette agitation, en marge de ces heurts, l'émotion est encore très vive à Southport, le lieu du drame. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Charles, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 dans cette ville meurtrie. Vous êtes tout près du lieu de l'attaque. L'heure est, on l'imagine, toujours au recueillement. Eh bien oui, ici le calme est frappant. Il contraste avec les violences qui cette nuit encore ont touché le pays. Tous sont encore très émus comme Jennifer, les larmes aux yeux. Quand quelque chose comme ça passe aux infos, on n'est pas habitué à ce que ce soit aussi près de notre maison. Donc ça me semble complètement impensable d'être là et de voir tout ça. C'est la première fois que j'ai la chance de voir ce mémorial. C'est un très beau monument. Je n'ai jamais vu autant de fleurs ensemble. C'est juste, vous savez, 3 fillettes et de nombreuses autres blessées. C'est un très beau monument, mais c'est tellement triste. Imaginez sur la place du théâtre Atkinson où je me trouve, des milliers de bouquets de fleurs ont été déposés par les habitants de la région. Des bougies, des ballons. Depuis que je suis arrivé, il y a en permanence des personnes qui viennent pour apporter quelque chose ou pour se recueillir quelques instants, à l'image de Mike. C'est tragique. Peu importe où ça se passe, peu importe la ville, le pays, mais vous savez, quand c'est devant votre porte, c'est terriblement choquant. Une chose est sûre, tous ici estiment que les récentes émeutes sont particulièrement irrespectueuses envers les victimes. Les habitants de Southport sont même convaincus que les émeutiers n'en ont rien à faire du drame qui s'est déroulé la semaine dernière, qu'ils s'en servent simplement de prétexte pour commettre des violences. Merci Geoffrey Branger en direct de Southport pour Europe 1. À l'étranger toujours, ça y est, on connaît le colistier de Kamala Harris dans la course à la Maison Blanche. Il s'appelle Tim Walz, à 60 ans. Ce sera peut-être le futur vice-président des États-Unis si la candidate démocrate est élu en novembre prochain. Alors, qui est-il? Quel est son profil? Les explications d'Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les Américains qui ont découvert le visage de Tim Walz mardi soir ont dû trouver qu'il ressemblait à l'un de leurs voisins. On trouve déjà sur les réseaux sociaux des portraits qui le représentent en vieil oncle débonnaire, mais il peut avoir la dent dure. Il a eu pour Donald Trump et ses partisans des mots plus cruels que le fameux « ils sont bizarres » qui a connu un succès instantané dans la campagne. Cet ancien professeur, entré tardivement en politique, est un produit d'appel pour une partie du pays sans laquelle les démocrates ne peuvent pas remporter l'élection, la classe moyenne des États du Midwest. Un commentateur proche du Parti démocrate l'a décrit comme un populiste positif. En termes d'image, il est complémentaire de Kamala Harris, mais son parcours politique suit la même ligne. Élu comme gouverneur d'un État qui vote traditionnellement démocrate, il a embrassé la ligne la plus à gauche de son parti, ce qui risque de poser problème lorsqu'il faudra entrer dans le vif des enjeux de la campagne, car il y a une autre partie du pays sans laquelle Kamala Harris ne peut pas gagner, c'est l'électorat centriste. Anne Toulouse. Aux États-Unis, toujours la Californie vit au rythme des incendies depuis maintenant 3 semaines. Oui, le nord de la Californie est ravagé par Park Fire. C'est l'un des incendies les plus importants de l'histoire de cet État. Incendie qui n'est contenu qu'à hauteur de 34% pour l'instant. Pas de victimes à l'heure qu'il est. À la suite de l'assassinat d'Ismail Haniyeh, le Hamas a annoncé hier le nom de son nouveau chef. Il s'agit de Yahya Sinwar, 61 ans, et considéré comme la version palestinienne de Ben Laden par Israël. Israël toujours en état d'alerte car sous la menace d'une riposte de l'Iran et du Hezbollah. Retour en France avec la trêve politique, mais malgré elle, eh bien, les transactions continuent pour Matignon. Oui, les tractations continuent pour Matignon car en vacances à Brégançon, Emmanuel Macron planche sur l'identité du futur Premier ministre. Lucie Castet semble être hors course car jugée pas assez rassembleuse, mais 2 noms circulent en ce moment, Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve. Alexandre Chauveau, ces 2 anciens ministres, tous les 2 élus locaux, pourraient avoir le profil tant recherché par Emmanuel Macron. Oui, Xavier Bertrand d'abord, auteur d'une campagne intense pour Matignon via son entourage. Le président des Hauts-de-France incarne une droite sociale susceptible de parler également à la gauche. Lui se verrait bien imposer une cohabitation à Emmanuel Macron en jouant la carte des territoires et de la bonne gestion budgétaire. C'est ce qu'il indiquait sur France 2 juste avant la trêve olympique.
Il nous faut un gouvernement d'urgence. Avec, vous l'avez dit, les Républicains, les Indépendants, les différents partis de M. Macron et peut-être aussi des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent clairement que notre pays ne soit pas bloqué, paralysé à l'Assemblée. Autre candidat, Bernard Cazeneuve, homme de gauche mais avec un fort penchant régalien. Respecté pour son sens de l'État, il pourrait ne pas être renversé par une motion de censure. L'ancien maire de Cherbourg se disait prêt à servir. C'était là aussi au début de l'été, cette fois sur LCI. Ma seule préoccupation, c'est de faire en sorte que le pays ne bascule pas dans le déclassement, dans l'ingouvernabilité. Reste qu'Emmanuel Macron a toujours surpris dans le choix de ses premiers ministres. Même contraint par l'absence de majorité, le chef de l'État pourrait donc à nouveau déjouer les pronostics. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. L'actualité de ce mercredi, ce sont encore ces recherches qui ont repris en Haute-Saône pour retrouver la jeune Lina. Oui, cette adolescente de 15 ans dont on est sans nouvelles depuis presque un an désormais. Après les Vosges la semaine dernière, c'est désormais à 130 km du lieu de la disparition que les fouilles se poursuivent. Ces recherches reprendront dès ce matin. 90 gendarmes sont déployés. Et puis il y a eu un mort et un blessé dans une fusillade hier après-midi à Toulouse. Et oui, à bord d'une voiture, les assaillants ont d'abord percuté la moto des victimes. À Mulhouse, effectivement, ils ont ensuite fait feu. C'est le conducteur du deux roues qui est mort. Un homme a été interpellé. Europe 1, il est 8h07. Les Jeux Olympiques, la journée sans médaille hier pour la France, mais un exploit de nos basketteurs face au Canada. Victoire en quart de finale, 82-76, contre un adversaire, le Canada, pourtant considéré parmi les favoris de la compétition. Peu d'observateurs, il faut l'admettre, auraient misé un copec sur les tricolores. Succès hier qui intervient après un début de compétition poussif, Antoine Bienvaux. Oui, après 3 premiers matchs peu convaincants, les Bleus ont retrouvé leur basket au meilleur des moments hier à l'Arena Paris-Bercy. Emmenés par un Evan Fournier exemplaire dans le dernier quart-temps, les Français ont créé l'exploit face à des Canadiens qui comptaient pourtant dans leur rang Shai Gilgeous-Alexander, l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Mais en face, côté français, il y avait de la détermination et surtout de l'adresse, comme en témoignent les 6 paniers inscrits sur 10 tentatives par Isaiah Cordonnier. Une victoire surprise à laquelle a toujours cru Gershon Yabusele, meilleur marqueur français du match avec 22 points au micro de France Télévisions. J'ai une petite carrière, mais je sais qu'il ne faut jamais douter. C'est dans les moments durs qu'il faudra montrer un autre visage. Et là, je pense vraiment qu'on a su montrer quelque chose de différent. Je remercie les fans, nos familles, tous ceux qui sont venus pour nous soutenir aujourd'hui. C'était une ambiance incroyable. Les Français retrouveront l'Allemagne demain en demi-finale. Un match qui s'annonce là aussi difficile, car les Allemands, champions du monde en titre, avaient sèchement battu les Bleus pour leur dernier match de poule vendredi dernier. Une occasion en or donc pour Wembanyama et ses coéquipiers de prendre leur revanche et de se hisser en finale. Merci Antoine Bienvaux. Alors la France au classement général des médailles se classe désormais 4e. Aujourd'hui, parmi les rendez-vous à enjeu pour nos sportifs, la finale en boxe pour les moins de 63 kilos. Sofiane Oumia défiera son homologue cubain. En handball, les Français affronteront l'Allemagne en quart. En basket, chez les femmes, quart de finale aussi contre l'Allemagne également. Et puis nos volleyeurs, de leur côté, défieront l'Italie en demi-finale. Et pendant ces Jeux Olympiques à Paris, les musées font le plein avec un gros plan sur la conciergerie. Vedette, on le sait, on s'en souvient de la cérémonie d'ouverture. Plus 159% de fréquentation pour les musées. Parmi eux, la conciergerie sur l'île de la Cité à Paris qui bénéficie, c'est vrai, d'un regain d'intérêt. Mise en valeur lors de cette cérémonie, ce palais royal achevé au XIVe siècle fut la prison de Marie-Antoinette. Reportage devant ce monument de Louise Salé. Les aristocrates, on les pendra! Marie-Antoinette qui porte sa tête sur un air de métal joué par le groupe Gojira, c'est l'un des tableaux les plus surprenants de la cérémonie d'ouverture qui a séduit ce couple de Blois en visite à Paris. J'ai trouvé ça top, ouais. Ça nous a donné envie de venir. Je serais jamais venue visiter sinon, ouais. On savait qu'on allait voir des épreuves pendant 3 jours et du coup on s'est dit si on a un break, on ira voir la conciergerie. Même chose pour ses amis venus de République tchèque. C'était choquant de voir la tête de Marie-Antoinette dans ses bras. Je me suis dit que c'était osé, mais j'étais aussi fascinée. Les lumières, la musique, tout était superbe à voir et on s'est demandé où cette scène se déroulait, donc on a décidé de venir ici grâce à la cérémonie. La scénographie à feu et à sang n'a pas plu à tout le monde, mais elle a suscité un intérêt renouvelé pour ce palais royal médiéval reconverti en prison sous la Révolution. Léna est suédoise. Ça a été un peu violent, je trouvais, mais ça a très bien mis en valeur la conciergerie. Un engouement qui réjouit Guillaume Lachaussée, directeur adjoint du Centre des Monuments Nationaux. Tout le monde l'a vu, elle a eu une visibilité exceptionnelle, ça reste un des monuments très fréquentés. J'ai envie de dire à tous les visiteurs que ça leur ait plu ou que ça leur ait pas plu, ils sont les bienvenus à découvrir ou redécouvrir la conciergerie. Et le site internet du monument enregistre en ce moment 4 fois plus de visites qu'en temps normal.
Louise Salé. Dans le journal de Charles Lullier. Merci Charles, à tout à l'heure. La météo des plages, Estelle Lafont, quelle ambiance sur le sable et dans l'eau ? Eh bien écoutez, si on va à Erquy, il fait 21 dehors, 20 dans l'eau et avec un indice UV de 4 sous de belles éclaircies. Si on part du côté de Saint-Trope, comme on dit, 32 degrés cet après-midi avec une sensation de 41, ça cogne sous le soleil de la Méditerranée. Une eau à 27 et on adore, indice UV de 8, on met la crème.